Aujourd'hui, je vais vous donner en exclusivité des informations qui sont confidentielles au réseau LGM Immobilier que je dirige actuellement. Je fais très régulièrement des points sur ce marché immobilier qui, en plus, actuellement est très oscillant pour comprendre en fait tout simplement où l'on va, adapter mon discours et surtout préparer en fait toutes mes équipes. Et pourquoi? Parce que des équipes qui comprennent tout simplement un marché, qui adaptent derrière leurs actions, leurs discours, sont beaucoup plus déjà sereins, ont plus de résultats et puis peuvent naviguer de la meilleure des façons dans une tempête comme on a eu et comme on a encore aujourd'hui actuellement. Et je vais vraiment vous donner tous les éléments qui me permettent aujourd'hui de déterminer où nous allons, quels sont les facteurs du coup que j'analyse et je vais vous partager mon ordinateur maintenant. Donc on est sur un podcast aujourd'hui Successimo différent, il n'y a pas d'invité ni à ma droite ni à ma gauche. On n'est qu'entre nous et restez bien attentifs parce que vous allez avoir des éléments qui vont être cruciaux pour comprendre le marché actuel. On est milieu de l'année 2024. Si ce format t'intéresse, je t'invite absolument à soutenir la chaîne YouTube et mettre un like sur cette vidéo, abonne-toi à la page pour ne rater aucun sujet. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve sur mon ordinateur ici. Vraiment, en fait, tu vois, on est sur quelque chose de totalement transparent, point de marché avec mes slides qui sont ici. Et tu vas comprendre comment, en fait, j'analyse un marché pour pouvoir déterminer après comment nous adapter. Et il n'y a pas en fait qu'un élément, que deux éléments, que trois éléments à jauger. Surtout pas écouter le bruit ambiant. Alors, qu'est-ce que c'est que le bruit ambiant? Pour moi, en fait, c'est tout ce qui est assimilé aux médias. On a la presse télévisée, la radio, bien évidemment actuellement tout ce qui est sur les réseaux sociaux, etc., qui font en général du catastrophisme de beaucoup de choses, qui surréagissent à des informations, qui fait que derrière, on est déjà en retard par rapport à des prises de décision, et en plus, on est sur des facteurs erronés par rapport à ce qui se passe, parce que les médias surjouent clairement. Alors, quels sont les éléments que je prends en compte pour vraiment analyser un marché? Donc, tu vas voir qu'il y a plein en fait de graphiques. Moi, j'ai mis ça sous forme de graphiques pour comprendre en fait une histoire, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant, pour comprendre les points importants et où nous allons. Le premier graphique, c'est les taux de crédit immobilier, donc aux particuliers, qu'on a aujourd'hui en France. On a un graphique ici, tu vois, qui va donc de 2001 jusqu'à mai 2024. Alors, il y a des graphiques que j'arrive à avoir extrêmement bons sur les dates et d'autres, malheureusement, où il y a un tout petit décalage. À chaque fois, de toute façon, je vais te préciser. Ici, donc, on est sur un graphique à jour par rapport aux taux de crédit qui sont pratiqués. Alors déjà, le premier élément, on ne va pas revenir sur... beaucoup ont noté sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a une anomalie de marché sur les taux pratiqués et ce n'est pas l'anomalie d'avoir des taux élevés comme on a eu en 2023, c'est plus des taux extrêmement faibles les années précédentes. Et on le voit ici, on voit qu'il y a toujours des oscillations et que là, il y a des oscillations. Et on revient par exemple dans ce segment-là. Et que pendant ici les années 2017 à donc à peu près milieu de l'année 2022, on a eu des taux extrêmement faibles. On n'est pas à 0, ici l'indicateur c'est 1. Des taux extrêmement faibles. Je ne vous apprends rien sur le fait que les taux sont montés en flèche. Ok? Mais ce qui est très intéressant d'analyser, c'est quoi? C'est que là, on a eu, hop, si je monte un peu mon graphique, tu vois, on a eu un pic. On a eu un pic ici, donc c'était fin de l'année 2023 au niveau des taux pratiqués. Et que depuis la fin de l'année 2023 et jusqu'à maintenant, on est sur une baisse continue des taux. À l'heure où je vous fais cette vidéo, là on est le 11 juin, on a encore la Banque Centrale Européenne, fin de semaine dernière, qui a officiellement annoncé une baisse encore du taux directeur de 0,25 points. Et on s'aperçoit du coup que là, on va avoir encore une baisse. Donc, on a un premier indicateur qui est intéressant d'analyser. À ce stade-là, si on reste sur ça, on ne peut pas dire est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va moins bien, etc. On va analyser au fur et à mesure des choses. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une nette baisse et que cette baisse est en train de s'accentuer avec les éléments que l'on a. On a ici un autre indicateur d'activité, c'est le nombre de prêts accordés. Parce que c'est bien d'avoir des indicateurs sur les taux pratiqués,
mais ça ne reflète pas forcément le marché lié au crédit. Parce qu'on peut avoir des taux qui augmentent, mais si tout le monde, par exemple, a une capacité exceptionnelle d'endettement, d'épargne, etc., eh bien, on se retrouve à avoir des taux de crédit qui sont bons, ou annexement, et c'est un des graphiques qu'on va analyser, les volumes de vente. Exemple de l'après-Covid, où on a eu énormément de volumes de vente qui se sont mis en place liés à plein de facteurs et notamment pas mal de transactions qui se sont effectuées avec des paiements comptants ou des apports personnels très importants, 70-80% voilà, de la somme apportée avec des apports personnels. Donc, chose qu'on n'avait pas forcément anticipée, qui ont été bons pour le marché, mais vous voyez qu'il faut faire une analyse globale. Donc, deuxième indicateur, ici, on le voit, donc c'est le nombre de prêts accordés. Et là, regardez, on a déjà cette chute, mais alors monumentale, ici, du nombre de prêts accordés qui commence, vous voyez, aux alentours de mai 2022 et qui descend très fortement, mais on est en chute libre là, jusqu'à mai 2023, donc quasiment pour une année. Ici, on avait plus ou moins, si on regarde en fait, un peu comme dans l'autre graphique, on a une espèce de range là, un peu comme en bourse, où on peut graviter. Quand on sort de ça, on se retrouve avec des marchés qui sont plus complexes. On le voit ici, par exemple, on est tout en bas, le graphique ne revient pas avant janvier 2009. Je ne vous réexplique pas la crise des subprimes 2008, donc la chute aussi ici extrêmement importante qu'il y a eu. Et ensuite, le rebond avec une dynamique importante. Deuxième élément, du coup, encourageur par rapport au premier, si je reviens sur mon premier graphique ici, baisse des taux. On a une baisse des taux qui s'est mise en place. On a un graphique ici qui va jusqu'à janvier 2024. On n'a pas de graphique plus à jour, mais on sait que c'est très légèrement ici en hausse, fin du premier semestre surtout de l'année 2024. Donc on se retrouve à avoir en fait le nombre de prêts accordés, on n'arrive pas à 0, on arrive à 40, qui a chuté énormément, qui a commencé ici, vous voyez les points qui se resserrent, qui a commencé à se contracter en termes de chute de volume du nombre de prêts accordés. Ça s'est resserré, et ici on voit que ça s'aplatit. Et je le sais par rapport à d'autres facteurs, mais je ne l'ai pas trouvé en graphique, que du coup ça s'est aplati et que c'est remonté très légèrement sur la fin de ce premier semestre de l'année 2024. Donc c'est un élément encourageur qui nous dit, tiens, on est en train d'avoir plus de prêts accordés. On a des taux qui baissent, ça va en fait dans le même sens. Ça paraît logique. Ici, il y a un autre graphique que je vais vous présenter, c'est le volume de vente des logements anciens, donc sur la période 2003-2023. Jusqu'à fin novembre 2023. Pareil, très compliqué d'avoir des graphiques à l'instant T, avec les différents sites, etc., l'INSEE ou autres. Là, c'est IGED, d'après DGFIP. Médoc et base notariale qui nous donne ce graphique extrêmement important qu'on retrouve dans beaucoup d'actualités, sur pas mal de forums, qui nous dit, voilà les volumes de vente qu'il y a en France dans l'immobilier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant de parler de ce qu'il y a ici, on revoit là, on avait quelque chose d'à peu près stabilisé, vous voyez, entre 2003 et 2008. On gravitait entre 800, 830, 840 000 transactions à l'année. C'était à peu près cohérent et stabilisé. Crise des subprimes. Crise de subprime avec un temps de latence par rapport à la crise qu'il y a eu donc outre-Atlantique aux États-Unis. Chute monumentale ici. On passe de 837 000 à 564 000 volumes, c'est-à-dire nombre de transactions à l'année. On fait une chute colossale qui représente, alors je n'ai pas le chiffre exact, vous faites votre calcul, je crois qu'on a plus de 40% de baisse, 45-46% de baisse en termes de volume, mets-le moi en commentaire, tiens, comme ça précisera directement sur cette vidéo. Et ensuite, et ça c'est ce qui est super intéressant, c'est un peu comme la bourse, je ne sais pas si vous suivez la bourse, les crypto-monnaies, etc. On a en fait ces éléments très intéressants en termes de marché, en termes de dynamique, qui font l'effet yo-yo, moi ce que j'appelle. C'est-à-dire que ça part vers le bas, ça prend un fond, en fait, un bottom, et ça repart avec quasiment le même élan en fait dans l'autre sens. Et là, on se retrouve à avoir ici, vous voyez très bien là, pam, la fin en fait de cette descente infernale, qui a duré quand même un certain temps. Ça a duré donc de début, vous voyez, novembre 2007 à quand même, je dirais, fin du premier semestre 2009, donc quasiment un an et demi.
baisse colossale et bam, ça repart très fort dans l'autre sens, vous voyez. Et on se retrouve à reprendre les niveaux ici qu'il y avait. Et on a sur à peu près la même période, grosso modo, en fait, sur à peu près un an et demi, on repart sur les mêmes volumes. Ensuite, il y a d'autres facteurs externes, on ne va pas tous les prendre, qui font que aussi il y a eu des oscillations, etc. Mais on voit que de février ici 2013 à août 2015, on a une ascension phénoménale, avec un pic extraordinaire, plus d'1 200 000 transactions en France, ici en août 2021. L'après-Covid, on a eu la phase Covid ici, qui nous a donné une correction. Et ensuite, on a eu une euphorie. C'est un peu comme dans les bull runs, dans les crypto-monnaies. Ça monte très fort et paraboliquement jusqu'à août 2021. Là, on a eu un marché qui était euphorique. On avait des acquéreurs qui se bousculaient pour acheter les maisons, qui faisaient des offres au prix sans négociation, mais on avait 2, 3, 4 acquéreurs pour une maison. Des biens immobiliers qui se vendaient 24, 48 heures, 72 heures, mais de manière régulière, et non pas le cas exceptionnel une fois tous les 2 ans. C'était vraiment une euphorie. Et on a ici tapé en fait le record historique du nombre de transactions en France. Et qu'est-ce qui se passe? On a derrière tout ça après lié forcément à la montée ici, l'euphorie des acquéreurs. Quand tu as beaucoup plus de demandes que d'offres, c'est automatique, les prix montent. Et ceux qui ont une offre, ceux qui ont un bien immobilier à la vente, quand devant chez vous, il y a 5 personnes pour acheter la maison, on n'est pas plus bête qu'un autre, et ben forcément, on augmente le prix et c'est celui qui fait la meilleure offre, et ben derrière, qui empoche la maison. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui s'est passé, mais pendant une longue période. On le voit ici. Et du coup, en fait, on a eu une augmentation des prix de l'immobilier qui ont été extrêmement violents, qui sont partis en flèche comme ici les transactions. Et on s'est retrouvé avec ce qu'on va analyser aussi sur d'autres graphiques, une inflation qui, il n'y a pas que dans l'immobilier, il y a eu toutes les choses annexes liées à plein de facteurs. On ne va pas revenir sur la guerre en Ukraine, etc., l'après-Covid et autres. On a eu une inflation galopante qu'on va analyser juste après, qui fait qu'après, il y a eu des prises de décision de certains organismes, notamment la Fed aux États-Unis, la Banque Centrale Européenne, pour essayer de resserrer tout ça. On va regarder juste après. Ce que je veux, c'est finaliser sur ce graphique-là. Là, on a une très légère stagnation, on va dire autour d'1,2 million. Et là, à peu près depuis quasiment, en fait, début de l'année, je vais dire 2022, on a commencé à faire une baisse, mais une baisse historique. On passe de 1 200 000 transactions à fin de l'année 2023, 885 000 transactions. Alors, en termes de chiffres, on n'a pas la même pourcentage. Ici, je crois, c'est, mets-le-moi en commentaire, 46% peut-être. Ici, on va être, je crois, aux alentours de 30 et quelques % de baisse de volume sur cette période-là, donc de août 2021 à novembre 2023. C'est une chute colossale. C'est un marché qui s'est resserré d'une manière violente, rapide, mais pas homogène. Et c'est là où je veux essayer de clarifier certains éléments. Alors, je ne l'ai pas sur des graphiques ici. Si on compare en général par rapport à mes statistiques d'ailleurs de réseau, on voit que sur l'année 2023, en fait, ça n'a pas été une année classique, linéaire. Il n'y a pas une baisse, par exemple, du volume de vente d'une manière continue ici, comme le graphique l'entend. On a en fait, à mon sens, eu un premier semestre de l'année 2023 qui s'est durci, qui était plus complexe, des volumes qui se sont affaiblis, des clients acheteurs qui commençaient à se raréfier. Mais ça s'est nettement en fait accentué sur le second semestre et sur le dernier trimestre de l'année 2023 et le début de l'année 2024. On a eu en fait une très forte crise à mon sens. On a eu un réajustement de marché dans l'année 2023, ce que je donnais dans d'autres vidéos d'ailleurs, où on se restabilisait, on arrivait ici à par exemple 1 million de transactions, ce qui était quelque chose d'extrêmement bon. Et quand on compare à des volumes ici où on était aux alentours de 800 000, c'est plus élevé. Donc c'était un réajustement, mais qui était nécessaire. Par contre, descendre aussi violemment et avoir l'impact qu'on a eu en fin d'année dernière et début de cette année 2024, là on parle de crise. Là on parle de radicalement, dans un délai très court, des volumes de vente qui perdent 30, 40, 50% en l'espace d'un mois quand on compare à l'année précédente. Et là on s'aperçoit vraiment que les acquéreurs se sont nettement raréfiés, qu'on était au pic, je reprends mon graphique, on était sur les pics des taux de marché, on était sur les pics ici de la baisse des accords de crédit.
Et on était ici, à mon sens, parce qu'on n'a pas la suite, au pic de baisse de volume de transactions. Alors ça peut peut-être osciller, hein, clairement, voilà, et retrouver en fait cette ligne-là des 800, 830, 840 000 transactions. Donc on peut avoir une légère baisse ici. Mais je pense très honnêtement en fait, qu'on arrive avec ce temps de latence lié à des décisions qui ont été prises derrière, sur les taux, etc., l'inflation qu'on va voir juste après. Le premier élément que je vais vous donner, c'est qu'on est sur en fait ce bas de crise, de problématiques qui puissent arriver. Avec les éléments que l'on est en train d'analyser, on est en train de voir clairement que devant nous, en fait, le marché va repartir dans une dynamique tout autre. Est-ce qu'on va repartir comme là, après la crise des subprimes, de manière exponentielle dans l'autre sens? Honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'on va repartir de la même manière ici avec ce temps, cette durée qui est la même ici. On a une durée qui part, hein, ici on a un peu plus d'1 an, hein, grosso modo, de baisse. On va avoir un peu plus d'1 an en fait de hausse pour repartir. Est-ce qu'on va repartir à des volumes à 1,2 million peut-être? Est-ce qu'on va repartir plus sur 1 million, 1,1 million peut-être? Mais je pense très honnêtement qu'on est arrivé ici au bas et qu'on va repartir très fortement. En fin de vidéo, je te donnerai mon avis sur second semestre 2024, année 2025 et quelques conseils liés à ce que tu peux faire auprès de ta clientèle. Ici, on a du coup un autre graphique que je prends en information. Ce n'est pas quelque chose que j'analyse dans le détail comme je l'ai fait sur les autres précédemment, mais je le prends quand même en information pour me donner une idée quand même de ce qui se passe sur les taux de chômage en fait en France. Parce que c'est un indicateur quand même qui peut nous permettre de dire est-ce que au niveau du plein emploi on est bon? Est-ce que le français, on va dire, qui est dans la moyenne globale, sans être péjoratif, mais tu comprends ce que je veux dire, a une capacité d'endettement financière liée à un emploi? Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que, tu vois, ce graphique, dans les années 75, ici, on était très bas, on a eu une montée énorme. Je ne vais pas te refaire tout le graphique. Mais aujourd'hui, là, on est premier trimestre 2023, là, on est milieu 2023, début 2024, ici, en fait. Si je prends ici pareil, que je me dis là, en fait, on a une anomalie, une baisse forte du chômage, etc. Ça part de 2% et ça monte à, ici, 12%. Tu vois, on gravite en France, en général, aux alentours de 7 à peu près, entre 7 et 10-11%. On gravite là-dedans depuis les années 80. D'accord? Donc ça date pas d'hier. Donc ça fait plus de 40 ans qu'on gravite là-dedans. Et aujourd'hui, on en est où? Eh bien, on en est tout en bas. On est tout en bas de cette zone-là. On est tout en bas. Oui, on a eu un petit rebond ici, mais tu vois qui commence tout de suite à s'affaiblir, à s'aplatir. Donc c'est un élément intéressant qui nous permet de dire côté chômage, côté emploi, c'est pas l'euphorie en France, on le sait très bien, mais c'est très correct par rapport à une moyenne générale. Il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de signaux rouges. Donc, si on reprend tous les graphiques qu'on a depuis le début, on s'aperçoit qu'on a des signaux verts, signaux verts, signaux verts, signaux verts. Prochain élément ici, c'est le taux d'inflation en France. Alors, le taux d'inflation, c'est quoi? En fait, c'est quand les prix de tout en général, soit se stabilisent, soit baissent. Ici, on a une anomalie, mais ça ne baisse pas en général, ou alors ça monte. Mais ça monte comment? Est-ce que ça monte d'une manière cohérente, maîtrisée, ou est-ce que ça part complètement à l'ouest et on se retrouve à plus maîtriser ce qu'il faut? Le prix de ta baguette qui a augmenté là, tu le sais très bien récemment. Moi, je vois dans ma boulangerie, je suis passé de 95 centimes, on est passé à 1,20 € pour ma baguette. Donc c'est quand même colossal de se dire, attends, j'ai pris plus de 20% sur le prix du pain. Et ainsi de suite, l'électricité, etc. On ne va pas remettre tout ça sur la table, ça fait déjà assez mal. Ok? Mais qu'est-ce que je veux comparer? Ou qu'est-ce que je veux analyser pour mon marché immobilier? Il ne faut pas oublier qu'on est là pour ça. Ici, mon inflation, ok, qui tu vois gravite grosso modo aux alentours de 0, 2, 2,5. Ici, très souvent plutôt entre 1 et 2, avec quelque chose de très intéressant là. Et Covid arrive, crise en Ukraine, etc., guerre et autres. Bon, tous les facteurs externes qui sont des excuses, sont pas des excuses, ce n'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que l'inflation est partie en flèche, littéralement, vers le haut et d'une manière incohérente, quasi incontrôlable, parce que ça a duré quand même un certain temps. Et il y a eu, pas un vent de panique, mais ils se sont quand même affolés au niveau des différents gouvernements. Là, on parle de la France, on va regarder ce qui s'est passé aussi outre-Atlantique. C'est monté énormément en flèche. Ce qui fait que derrière, oui, la Banque Centrale Européenne a monté ses taux directeurs en se disant
Ben moi, si j'augmente mes taux, automatiquement, les ménages pour n'importe quoi, la consommation, l'immobilier, etc., les entreprises liées à la croissance de leur entreprise, l'investissement pour pouvoir développer les ventes, pour pouvoir développer des axes, etc., on va faire en sorte de leur mettre la pression et les freiner pour éviter derrière qu'on continue en fait une consommation qui ne soit pas maîtrisée et des prix qui continuent à augmenter. Donc, ils ont fait leur travail, ok, et on voit que ça a fonctionné. On voit qu'ici, en France, on a eu une montée de l'inflation, mais alors, c'est parabolique, c'est du jamais vu, tu vois, depuis les années 2000, on n'a jamais vu ça. Ça plafonne à 6. Ici, on frémit, on a peur, et là, ça descend de manière quand même assez soutenue. Toujours pareil, tu vois, dans le même sens, c'est magique, hein. Ça repart dans le sens opposé avec la même dynamique. Et on voit qu'ici, là, on est en début d'année 2024 sur mon graphique. Tu vois que on est aux alentours de 2,5. On a une très forte baisse, très importante et qui est extrêmement encourageante. Et c'est sur plusieurs facteurs, mais notamment celui-là, que la Banque Centrale Européenne prend des décisions pour son taux directeur, qui a un impact pour toi, pour les crédits que tes clients vont faire dans l'achat d'un bien immobilier. Et derrière, forcément, l'octroi d'une enveloppe pour acheter quelque chose, etc., etc. Donc, on s'aperçoit que ça a nettement baissé, mais très fortement, ce qui a permis donc à Christine Lagarde, de la Banque Centrale Européenne, comme je te l'ai dit encore il y a quelques jours en arrière, de faire une nouvelle baisse de 0,25 points. Et ça, c'est super intéressant et c'est un gros feu au vert, un point qui nous permet de dire on commence à être pas mal, vraiment. Je te donne un autre graphique ici que j'analyse, qui n'est pas en France. Je vais sur un site qui est outre-Atlantique, aux États-Unis, et je prends le CPI, et c'est écrit ici, hein, tu vois, le Consumer Price Index. C'est en fait, ici, je peux m'amuser à sélectionner, en fait, toutes les différentes informations qui me permettent de voir sur par exemple, tu vois, l'alimentation maison, l'énergie, l'électricité, le médical, etc., de me dire là-dessus, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'indice des prix ? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça stabilise? Si ça augmente, à quel pourcentage, etc. Donc là, tu vois, j'ai mis All Items. Donc, j'ai tout sélectionné. J'ai mis sur 2004 à 2024, sur les 20 dernières années. Ça, c'est ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'on arrive à avoir plus de data, plus de données récentes pour pouvoir faire des comparatifs. Donc là, il est hyper à jour, ce graphique. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Avant d'analyser le graphique, ce que j'aime bien, en fait, expliquer, c'est le pourquoi du comment. C'est que sur le continent de l'oncle Sam, là, aux États-Unis, on a souvent ce discours de dire « Ah, ils sont en avance sur nous, sur l'Europe, sur la France, ils ont 10 ans d'avance sur nous. » Alors, si on regarde un petit peu, moi, je te dirais qu'ils ont même plus d'avance que ça sur pas mal de sujets. Mais on a souvent ce réflexe de dire, et ce qui est vrai, hein, c'est qu'on copie en fait ce qu'ils font. Au niveau de plein de choses, au niveau du business, au niveau du marketing et au niveau aussi de certains axes et notamment la Banque Centrale Européenne. C'est là où je veux en venir. La Banque Centrale Européenne, la BCE, du coup, qui va donner les taux directeurs pour, comme son nom l'indique, hein, l'Europe, on voit en fait que la plupart du temps, elle prend les mêmes décisions que la Fed. La Fed, c'est la même chose, mais aux États-Unis, d'accord ? On voit qu'elle fait la même chose avec un petit temps en fait de latence. Et donc en fait souvent, tu as des analystes ou des personnes qui font des vidéos là comme moi et qui te disent c'est super simple, hein, tu prends les graphiques de la Fed, l'évolution, etc. et puis tu sais ce qui va se passer pour la BCE. Oui et non. Il faut quand même regarder et analyser les choses différemment. Et c'est pour ça que je reviens à mon graphique. Parce que regarde ce qui se passe aux États-Unis. C'est qu'ici les prix, comme nous, hein, l'inflation elle est montée extrêmement fort, etc. Il y a une très forte baisse, ouais. Mais depuis un certain temps, en fait, ici, ils sont arrivés sur un palier. Ils sont arrivés sur un palier à peu près depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, ils sont sur un palier où ils n'arrivent plus à faire baisser en fait, l'inflation aux États-Unis. Les Américains continuent de consommer fortement, continuent du coup de ne pas faire que l'inflation soit maîtrisée, malgré que les taux de la Fed pour les crédits soit monté d'une manière très importante. Et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec ce graphique-là. Là, ce graphique, il va te superposer en fait les deux inflations, l'inflation de la zone euro et l'inflation des États-Unis. Et en fait, tu vois ici que on a eu une baisse dans la zone euro très forte et plus forte
qu'aux États-Unis, et qu'aux États-Unis, en fait, ça repart ici, ça repart, ça se stabilise. Et en fait, on est arrivé à un moment où, en fait, on est meilleur en termes de gestion de l'inflation en Europe. Bravo à nous, pour une fois. On est meilleur que eux par rapport à ça. Et si tu écoutes, parce que souvent, on est très attentif à ce qui se passe, je te dis, aux États-Unis, le discours qu'il va y avoir là-bas, avec la Fed. Par exemple, la Fed, si tu écoutes en fin d'année dernière, début de cette année, les prévisions, il y avait plusieurs annonces de baisse du taux directeur annoncées. Je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'était 4 ou 5 au démarrage. On voit que là, on est à mi-juin, ils n'ont pas baissé leur taux directeur parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser l'inflation. Et qu'à ce stade, aujourd'hui, ils sont juste en train de stabiliser, de ne plus le monter. Il y a un élément fort qui va se passer aux États-Unis à l'automne de cette année 2024. Qu'est-ce que c'est? On a les élections américaines. Donc, on sait quasiment avec certitude qu'une inflation même non maîtrisée peut quand même faire que les taux baissent juste avant les élections pour favoriser un électorat du président actuel. C'est très certainement ce qui va se passer. On verra bien. Vous pourrez faire replay sur cette vidéo en fin d'année 2024 et dire tiens, il avait raison ou pas. Mais c'est un élément intéressant. Donc on s'aperçoit qu'on n'est plus corrélé, on n'est plus en fait dans la même dynamique que les États-Unis et qu'on est autonome là-dessus. Élément intéressant, feu au vert aussi là-dessus. On voit sur ce graphique-là quelque chose d'intéressant, c'est que on a superposé en fait ce qui s'est passé au niveau de l'inflation et au niveau de la Banque centrale européenne, et on voit qu'il y a eu en fait ces courbes qui se sont croisées clairement et qui ont fait que là on a, depuis un moment là je te le dis, on a un feu au vert qui dit l'inflation est maîtrisée, la Banque centrale européenne révise son discours, son organisation, parce qu'on arrive à faire quelque chose de cohérent. Et oui, ça a un impact dans l'immobilier, bien évidemment, tu le sais. Le dernier petit graphique que je veux te mettre sur la table, alors c'est juste une information globale, attention, ce n'est pas des statistiques liées à quelque chose de réel. C'est qu'on voit ici, tiens, alors je te l'ai mis volontairement, on a le taux de la Fed et on a le taux de la BCE, avec les prévisionnels de ce qui peut se passer jusqu'en décembre 2025. Et on voit ici, on ne va pas prendre forcément la Fed par rapport à tout ce que je t'ai raconté avant, mais on voit qu'il y a ce discours, cette information, cette statistique qui fait qu'on a déjà baissé et que la baisse va continuer et apparemment arriver à 1,5% sur la fin de l'année 2025. Est-ce qu'on va arriver à 1,5%? Je le souhaite très honnêtement. Est-ce que on a une forte chance qu'on y arrive? Oui. On a une chance aussi qu'on arrive légèrement au-dessus, peut-être 2, 2,2, 2,3, 2,5, ce qui sera quand même extrêmement positif et extrêmement bon. Donc par rapport à tous ces éléments-là, tous ces graphiques, tous ces données qui me permettent de dire est-ce que j'ai des feux au vert, à l'orange, au rouge, signal d'alarme, attention, je peux aujourd'hui déterminer où est-ce qu'on en est. Et l'énorme nouvelle, mais qui n'en est pas une, parce qu'on le voit dans les médias, c'est de dire l'immobilier repart, l'immobilier est plus dynamique, les problèmes sont derrière nous, la crise est derrière nous. Alors je te dirais oui avec une petite nuance, c'est qu'on est sur des feux qui sont très verts, c'est très positif. On a des choses très factuelles, des baisses importantes qui nous permettent de dire oui, sur le second semestre 2024, on va avoir une dynamique dans l'immobilier qui va être correcte. On est quand même en bas, là, on est en train de remonter. On va être correct à bonne. Donc là, on est juin, l'été, ça sera correct. Je pense très fortement qu'à partir de la rentrée septembre, on va être sur du bon. Donc on va être sur une dynamique tout autre. Et je veux même aller jusqu'en 2025. Parce que j'en parle, moi, depuis 1 an et demi en arrière de mes équipes, de tout ça et de mes prévisions. Et pour moi, l'année 2025 va être l'année de la croissance. L'année où l'immobilier va repartir sur une belle dynamique et on va se retrouver à avoir ce retour-là. C'est-à-dire que là, on va remonter légèrement par rapport à toutes nos courbes et notamment les volumes de vente, etc. Et ça va continuer de monter de manière exponentielle sur l'année 2025. Donc, on est au bon endroit au bon moment. Oui, le pire est derrière nous. Attention, on a des choses extrêmement bonnes, par exemple sur le mois d'avril et le mois de mai, en termes de volume, de compromis, par exemple, qui sont très encourageantes. Mais on est quand même sur un marché oscillant. On n'a pas de garantie. On le voit bien, hein, Covid, on ne l'a pas vu venir. Une guerre proche de chez nous, on ne l'a pas vu venir. D'éléments annexes qui nous permettraient de malheureusement nous couper dans l'élan. Je ne le souhaite pas. On a vraiment cette dynamique qui repart et on a quelque chose de très positif.
Donc aujourd'hui, les feux sont ouverts, le marché se relance, on est sur un renouveau lié à l'immobilier et une relance de marché notable. On est tout en bas et maintenant, on n'a plus qu'à avancer vers la bonne direction. Et du coup, par rapport au métier de conseiller en immobilier, quels sont les conseils que je donne à mes équipes depuis des semaines et des mois liés à ce marché qui s'est durci, à cette approche client qu'il a fallu modifier, à ces actions qu'il a fallu mettre avec énergie. Alors, il y a tellement de choses à raconter là-dessus, je ne peux pas vous le faire sur une vidéo de quelques minutes, mais je vais vous donner les éléments majeurs qu'il faut absolument privilégier aujourd'hui et je vais vous en donner deux. Deux éléments qui sont absolument à ne pas négliger et qui sont à travailler, à exploiter, à comprendre. Le premier des éléments, c'est vraiment de travailler en fait votre relation avec les personnes, de travailler au maximum en dehors de l'aspect commercial, la technique de vente pour rentrer plus de mandats, d'exclusivité, etc. C'est très bien. C'est pas à ce moment-là qu'il faut s'amuser à aller beaucoup plus fort là-dessus. Privilégiez la relation humaine. Essayez de développer votre manière de communication pour paraître plus agréable, plus sympathique, créer le lien d'une manière plus profonde avec quelqu'un. Pourquoi en fait? Pour tout simplement faire en sorte que les personnes soient en connexion avec vous d'une manière transparente, vous fassent confiance et faire en sorte tout simplement de derrière faire passer plus facilement certains messages et notamment des baisses de prix, etc., etc. Le deuxième élément que je veux vous donner, qui, je le vois mais partout, est beaucoup trop négligé, en fait, c'est le suivi. Le suivi de tous les clients que vous avez. La personne que vous avez rencontrée en bas de l'immeuble, qui vous a donné une information apporteur d'affaires, la personne que vous avez fait une estimation il y a X temps en arrière. Je ne parle même pas des mandats qu'on a en vente où là, il faut être très proche d'eux, avoir une dynamique très forte en suivi pour leur faire comprendre comment le marché évolue, leur faire prendre des décisions pour qu'ils puissent avancer. Un suivi auprès de vos acquéreurs, bien évidemment aussi. Ce sont les deux éléments qu'il faut absolument privilégier, mais dès maintenant, pour être prêt pour la montée, la croissance qu'il va y avoir et ne pas regarder en fait le train passer, avoir des copains qui font du chiffre et puis vous non. Et surtout, je vous dis à partir de la rentrée. Donc, prenez tout ce qu'il faut en termes de formation, en termes de livres, etc. pour développer vos relations avec les autres et pour faire en sorte d'augmenter vraiment votre capital sympathie et de faire en sorte d'être le meilleur des conseillers immobiliers et le référent sur votre secteur. Voilà, je vous ai donné ici vraiment tous les éléments précis, exclusifs que je donne à mon réseau. C'est quelque chose d'inédit. Est-ce que vous voulez que je fasse par exemple des points comme ça de manière peut-être régulière? Et si vous voulez que j'aborde peut-être d'autres sujets pour qu'on comprenne ensemble qu'est-ce qui se passe dans l'immobilier et puis qu'on puisse toujours partager et monter tous ensemble vers la réussite. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.